Bonjour, euh, Dr. Selim Rached est un professeur auxiliaire de clinique à l'Université de Montréal et professeur adjoint au Centre des maladies tropicales de l'Université McGill. Il travaille également à Bénin et a écrit un manuel sur les maladies tropicales. Donc, bienvenue, Dr. Selim Rached. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bienvenue. Donc aujourd'hui, ce matin, on va parler d'éosinophilie. Donc la dernière rencontre qu'on a eue c'était la première partie du cours sur l'éosinophilie qui concernait les parasites. Et puis, donc là, on va poursuivre pour les autres causes d'éosinophilie qui sont non parasitaires. Je ne sais pas si tout le monde était là, mais n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la première partie et aussi sur cette partie. Donc, une fois qu'on a éliminé une cause parasitaire à l'éosinophilie et que la personne continue de présenter une bonne éosinophilie, mais alors qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on va faire avec le patient? Quelle est l'importance, en fait, d'être en présence d'une éosinophilie? Donc, à part les parasites, les allergies sont une importante cause d'éosinophilie. Donc, l'asthme, l'eczéma, les allergies de l'environnement. Du moins au Canada, c'est clairement très fréquent et peut-être dans une moindre mesure en Haïti, les causes allergiques. Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'environnement, l'ensoleillement, qui fait qu'il y a un peu plus d'allergies en Amérique du Nord. Et la prise de médication donc, peut être associée à une éosinophilie, donc ce n'est pas rare. C'est pour ça qu'il faut bien poser l'interrogatoire sur la prise de médicaments. Et il y a toutes sortes d'autres syndromes qu'on va voir. Il y a par exemple le DRESS. Le DRESS, c'est un acronyme pour Drug Related Eosinophilia and Systemic Symptoms. Donc, je vais revenir sur le DRESS. Alors, je dois aller sur la présentation ici et avancer. Alors, maintenant, il y a des infections qui peuvent causer l'éosinophilie, mais qui ne sont pas parasitaires. Il y a par exemple la tuberculose, en particulier la forme miliaire, le VIH, la lèpre lépromateuse, et dans la convalescence de la scarlatine ou de plusieurs infections. Une fois que la phase aiguë est passée, des fois on peut avoir une éosinophilie, mais celle-ci va être quand même transitoire. Il y a aussi l'aspergillose pulmonaire, et il y a l'angiodème épisodique avec éosinophilie. Donc, on va passer à la suivante. Maintenant, il y a des entités dermatologiques qui sont associées avec l'éosinophilie. On va y revenir. Donc, le pemphigus, le pemphigoïde, la dermatite herpétiforme et la cellulite éosinophilique. Il y a des maladies auto-immunes, donc toutes dans la sphère des vasculites, de l'arthrite, et on va les détailler un peu plus. Il y a des choses plus rares comme des immunodéficiences avec le syndrome de hyper-IgE, avec des lésions dermatologiques et une augmentation importante des IgE. Alors ici, par exemple, on a le pemphigus herpétiforme qui est associé avec l'éosinophilie et qui donne ce type de lésion. Alors, donc ça peut ressembler à de l'impétigo. C'est ulcéré en général.
Et donc, voilà. Alors, une autre entité, je ne sais pas si vous en avez en Haïti, c'est la dermatite herpétiforme, qu'on va voir donc des lésions de vésicules groupées qui sont plus souvent localisées aux membres inférieurs, autour des genoux. Et donc, on a une autre image ici. Donc, c'est non spécifique. Et donc là, c'est au niveau de l'épaule. Et alors, parfois, elles sont vésiculaires dans la phase aiguë, d'où le terme dermatite herpétiforme. Donc, ça ressemble à l'herpès cutané, mais en fait, il n'y a pas d'herpès. Et donc, c'est une entité dermatologique qui est associée à l'éosinophilie, mais plus important, c'est son association avec la maladie cœliaque. Donc, vous avez par exemple ici l'aspect intestinal donc normal avec les bonnes ostras, et on voit l'atrophie des villosités intestinales assez importante avec la maladie cœliaque. Ok. Donc, on a aussi une autre catégorie de maladies, et d'où l'importance aussi de pouvoir le reconnaître, c'est que des fois, l'éosinophilie est un indicateur qu'il y a une néoplasie sous-jacente. On va revenir là-dessus. Et la maladie d'Addison peut aussi être associée à une éosinophilie. Alors, il y a des différents niveaux d'éosinophilie, et comme on va le voir tout à l'heure, le syndrome de Loeffler, lui, le niveau d'éosinophilie est pas mal élevé. Donc, pour rappeler, c'est quoi le syndrome de Loeffler, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière présentation, c'est lors du passage du parasite dans sa migration, donc que ce soit le strongyloïde, que ce soit l'ankylostome ou l'ascaris, en général les géohelminths, dans la phase de migration, il y a un passage pulmonaire, donc, et lors du passage pulmonaire, qui est par définition un passage donc transitoire qui va durer 2 à 3 semaines, il peut y avoir ce syndrome qui est de la toux avec un infiltrat pulmonaire, une importante éosinophilie, et parfois on peut avoir un peu de fièvre, un peu d'hémoptysie, et il va y avoir une importante éosinophilie et des fois un bronchospasme associé. Donc quand on a cet ensemble, on peut parler du syndrome de Loeffler. Les niveaux très élevés d'éosinophiles peuvent se retrouver aussi dans les cas de leucémie éosinophilique. Il y a l'endocardite de Loeffler, donc qui est associé à des hauts niveaux d'éosinophiles, et les produits de dégradation de l'éosinophile au niveau de l'endocarde vont déclencher une réaction inflammatoire sous l'endocarde qui va finir par se fibroser, et évidemment avec la fibrose à l'intérieur du cœur, le cœur va perdre un peu sa souplesse et sa capacité de contractilité, et on va avoir une endomyocardie restrictive. Et il y a aussi le syndrome éosinophilique idiopathique. Donc, et là, vous voyez, il y a des niveaux d'éosinophiles qui sont extrêmement élevés, qui peuvent être de 50 à 100 000 éosinophiles. Donc, le syndrome éosinophilique idiopathique, c'est un ensemble de maladies avec une forte éosinophilie et associé à une dysfonction d'organes. Donc, l'organe peut être le cœur, le rein, le poumon, le tube digestif et la peau. Et donc, on n'a pas d'étiologie. Si on fait une biopsie de moelle, il va y avoir énormément d'éosinophiles dans la moelle. Ce n'est pas un syndrome myéloprolifératif, et avec de tels niveaux d'éosinophiles, on peut comprendre que la pathologie va être causée par la déposition des produits de dégradation de l'éosinophile, un peu comme on a vu tout à l'heure avec
l'endocardite de Loeffler. Alors, ce syndrome va ressembler d'une certaine façon au DRESS. La différence avec le DRESS, c'est que souvent le DRESS, ils font de la fièvre, ils ont des symptômes systémiques, mais surtout, il y a un médicament qui déclenche le processus. Donc, le DRESS, il va y avoir de la fièvre, une éruption, et puis une atteinte parfois hépatique qui peut même aller jusqu'à une hépatite fulminante dans le cas du DRESS. Mais le syndrome éosinophilique idiopathique, donc, ça se ressemble, il n'y a pas autant de symptômes systémiques et surtout, il n'y a pas de médication qui a déclenché le syndrome. Alors, au niveau du syndrome éosinophilique idiopathique, dans le cœur, il peut y avoir aussi une atteinte, comme on avait dit, qui ressemble au Loeffler de l'endocarde. Et en général, si on a fait le tour, qu'on n'a pas identifié une étiologie, qu'on a une importante éosinophilie avec une dysfonction d'organes, le traitement, ça va être de réduire le niveau d'éosinophile et en général, on va utiliser des agents immunosuppresseurs ou des glucocorticoïdes ou l'hydréa qui va amener à une rémission de la maladie. On retrouve donc l'éosinophilie dans 1% des cas de cancer en général. Alors, il y a certains lymphomes leucémiques qui vont produire l'interleukine 5 qui va augmenter l'éosinophilie parce que l'interleukine 5 elle mobilise et augmente le niveau d'éosinophile. Et on voit qu'il y a quand même un 10% des patients avec lymphome qui peuvent avoir une éosinophilie, un 3% qui vont avoir au niveau du cancer du poumon et plus rarement au niveau du cancer du côlon, du rein, du col et du sein, l'éosinophilie. Donc, on garde toujours à l'esprit que chez un certain pourcentage de cas, l'éosinophilie peut être l'indicateur de la présence d'une néoplasie et il faut essayer d'aller la chercher, surtout si on n'a pas identifié une cause à l'éosinophilie. Bon, l'éosinophilie musculaire, c'est une entité qui était associée à la consommation de suppléments d'acides aminés qui était le anisomère du tryptophane, qui donnait un tableau qui ressemble à la fièvre de Katayama qu'on voit avec la schistosomiase, qui donne un tableau de douleur et de crampes, une variété d'éruptions. Et puis, avec le temps, il s'installe une forme de fibrose de la peau qui peut ressembler à la sclérodermie. Mais depuis qu'on l'a identifié, la cause est que le manufacturier japonais a arrêté de le produire. On ne voit plus cette entité. Alors, parfois, on a la fasciite éosinophilique. Donc, ça, c'est une entité rhumatologique. Donc, on a vu, on peut avoir des problèmes de cancer. On peut avoir maintenant des problèmes inflammatoires. Ça, c'est l'autre catégorie donc, de causes d'éosinophilie. Et la fasciite, c'est des douleurs et édèmes des extrémités qui sont suivies par de l'indiration des tissus sous-cutanés. Il y a une myosite modérée, donc une atteinte du muscle, et c'est périphérique, c'est symétrique. Et si on fait une formule sanguine, à ce moment-là, on va avoir une éosinophilie. Et le problème aussi avec cette entité, c'est que en guérissant, il va y avoir un phénomène de fibrose, il peut y avoir des contractures en flexion qui sont assez débilitantes. Et l'éosinophilie va être surtout dans la phase plutôt inflammatoire que la phase de fibrose. Une entité qu'on voit de plus en plus dans notre continent, mais je ne sais pas si c'est le cas chez vous, c'est la gastrite ou l'entérite éosinophilique. Alors c'est associé donc à une infiltration importante du tube digestif par les éosinophiles. Dans le cas de l'estomac, on a une importante augmentation des plis de la muqueuse
qui peuvent aller jusqu'à l'obstruction. Et puis, comme on va le voir, donc on peut avoir une atteinte de tout le tube digestif. Ça commence par l'œsophage et ça se termine au niveau du côlon, en passant par l'estomac et l'intestin. Et dépendamment de où a lieu le phénomène inflammatoire avec l'infiltration éosinophilique, si cette infiltration surtout concerne la muqueuse, donc tout près de la lumière, donc on va avoir plus un tableau de diarrhée avec une entéropathie exudative. Et le prototype classique, c'est l'intolérance aux protéines bovines du nourrisson, comme on le voit ici souvent. Je ne sais pas si vous en voyez autant en Haïti, mais en pédiatrie, ici, c'est extrêmement fréquent, donc l'intolérance aux protéines bovines. Si ça touche la musculeuse, donc l'intérieur de la paroi, donc il va y avoir infiltration et hypertrophie, et là on va avoir plutôt un tableau, au lieu d'avoir de la diarrhée comme s'il y a une atteinte de la muqueuse, ça va être plutôt un tableau d'obstruction, donc d'occlusion. Et maintenant, si ça atteint, comme on avait vu avec l'estomac, des fois les plis de la muqueuse sont tellement importants qu'il peut y avoir un phénomène obstructif. Et si ça touche la séreuse, là, on va avoir un tableau d'acide. Donc, il peut y avoir un acide éosinophilique récurrent. Donc, on va ponctionner le liquide, il va y avoir beaucoup d'éosinophiles. Et si avec la formule sanguine, on aura aussi beaucoup d'éosinophiles. La réponse en général est très bonne avec les glucocorticoïdes. Au Québec, on voit de plus en plus, en particulier chez les jeunes, l'œsophagite éosinophilique qui va se présenter avec un tableau douloureux de reflux, de douleur et de difficulté de passage des aliments. Des fois, les personnes ont l'impression que l'aliment est bloqué au niveau de l'œsophage et on en a de plus en plus au Québec. Donc, on a ici l'image d'un œsophage. Donc, on voit que c'est une muqueuse qui saigne facilement et il y a un phénomène de trachéalisation de l'œsophage. Donc, si on regarde l'œsophage, normalement, on n'a pas cette image, on a l'impression d'être dans la trachée, mais en fait, on est dans l'œsophage qui ressemble à la trachée. Encore une image de l'œsophagite éosinophilique. Elle se traite en général avec des corticos. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des pompes de cortisone, comme on donne pour l'asthme, dans la bouche, et les patients l'avalent, et ça finit par tapisser l'œsophage avec la corticothérapie locale, et ça améliore les symptômes du patient. Alors, donc, une autre catégorie de causes de l'éosinophilie, ce sont les vasculites. Et donc, on a vu les allergies, on a vu le cancer, on a vu certains syndromes cutanés. Là, on a aussi les vasculites. Donc, il peut y avoir la périartérite noueuse, mais en général, l'éosinophilie n'est pas très fréquente dans la périartérite noueuse. L'angite allergique et granulomateuse, ça, je vais y revenir. On a quand même pas mal d'éosinophilie. Le purpura d'Enoch-Schönlein qu'on voit chez l'enfant est assez typique. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup en Haïti, mais ici, c'est quelque chose qui n'est pas rare en pédiatrie. Donc, on a une éruption vasculitique des membres inférieurs, donc un espèce de purpura. On l'appelle le purpura d'Enoch-Schönlein. Souvent, il y a une atteinte articulaire associée et des fois une atteinte abdominale. Et ce qui est important, c'est la surveillance du rein, parce qu'il peut y avoir une glomérulonéphrite qui peut être sévère et qu'il faut dépister et traiter. Alors, la polyangite granulomateuse éosinophilique, qu'on appelait avant le syndrome de Church-Strauss, donc c'est une maladie systémique avec asthme, éosinophilie et une granulomateuse
granulomatose riche en éosinophiles dans le poumon, des petits vaisseaux, et peut y avoir une vasculite des petits et moyens vaisseaux. Alors, la sémiologie peut être quand même assez vaste. Donc, ce sont en général des patients qui vont avoir un tableau plutôt avec atteinte générale, déjà générale, avec des symptômes B, comme la fatigue, la fièvre, les sudations nocturnes, les myalgies, arthralgie. Et donc, l'atteinte pulmonaire, ça va être soit un tableau d'asthme, pneumonie, une rhinite, rhinosinusite et polypose, sans perforation du septum, donc ce n'est pas le Wegener. Et il peut y avoir une atteinte cardiaque, une atteinte rénale à cause de la vasculite, avec des myocardites, des artérites ou des infarctus. Et il y a une vasculite au niveau du rein et une mononeurite multiplexe avec un purpura palpable. Mais en général, c'est un tableau quand même qui va quand même nous diriger vers cette étiologie-là. Il y a la sarcoïdose. Parfois, il peut y avoir une légère éosinophilie, l'arthrite rhumatoïde. L'éosinophilie est peu fréquente, mais quand on a une arthrite rhumatoïde avec éosinophilie, en général, l'arthrite va être souvent sévère. Il y a l'atteinte rénale avec la néphropathie d'hypersensibilité, donc qui est associée avec une médication. Donc, vous avez ici quelques médicaments qui sont associés. Donc, quand on a une néphropathie avec importante éosinophilie, il faut vraiment aller chercher dans l'histoire la prise de médicaments et les arrêter. Donc, au niveau bon, on peut organiser maintenant les pathologies avec des éosinophilie avec une manifestation clinique. Et alors, par exemple, là, ce n'est pas un tableau exhaustif, mais vous avez une personne qui se présente avec des douleurs abdominales et on découvre une éosinophilie. Donc, on va chercher les parasites. Donc, il y a l'anisakiase, l'ankylostomiase, le strongyloïde. Donc, le strongyloïde, j'en ai parlé à la dernière présentation et j'insiste sur ce parasite parce que la strongyloïdiase, si on donne une thérapie immunosuppressive, en particulier la corticothérapie, on peut déclencher une strongyloïdiase disséminée avec un tableau de septicémie extrêmement grave, avec méningite et choc septique et une mortalité qui peut aller jusqu'à 60 à 80%. Donc, c'est important de la dépister et de la traiter avant de donner une thérapie immunosuppressive. Puis il y a la fasciolase, donc je pense qu'en Haïti, il y a eu des cas, d'ailleurs il y a eu des cas rapportés de la République dominicaine, l'agnatostomiase, il y en a au Mexique. Je ne connais pas la prévalence au niveau d'Haïti, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps la schistosomiase, il y a encore des petits foyers en République dominicaine. En Haïti, il n'y a pas vraiment eu d'études exhaustives pour savoir s'il y en a ou pas, mais ce sont les helminths qui sont associés avec une éosinophilie et un tableau de douleur abdominale. Maintenant, les causes non parasitaires, on a la gastrite ou l'entérite ou l'œsophagite éosinophilique, comme on a vu tout à l'heure. Alors ça, ici, c'est l'image endoscopique d'une anisakiase dans l'estomac. Donc, la larve va s'enfuir dans la muqueuse de l'estomac, où elle peut aussi aller au niveau de l'iléon et donner un tableau qui peut ressembler à une appendicite. Vous avez ici les crochets de l'ankylostome
qui peut donner dans sa phase intestinale une éosinophilie, quoique c'est un peu controversé à savoir si l'ankylostome dans sa phase intestinale peut causer l'éosinophilie, alors qu'on sait très bien que dans sa phase de migration tissulaire, évidemment, il y a beaucoup plus d'éosinophilie associée. Alors, si on a une éruption avec une éosinophilie, on va penser à un urticaire, tout simplement, où il peut y avoir l'urticaire qui est secondaire à la phase invasive d'un parasite, que ce soit l'ankylostome, le strongyloïde, ou l'ascaris, que ce soit aussi associé à une toxocariose, par exemple, ou une filariose lymphatique. Il peut y avoir un urticaire secondaire. Il peut y avoir l'urticaire secondaire à la prise de médication. Et il peut y avoir aussi la larva migrans de certains parasites, comme la paragonimiase, la gnatostomiase et la trichinellose, qui peuvent donner une éosinophilie avec un urticaire. Si on a en plus une éosinophilie avec fatigue et perte de poids, à ce moment-là, il faut penser à des maladies comme la sarcoïdose, le Hodgkin ou certains cancers. Et certains parasites vont donner un tableau chronique avec une atteinte systémique, donc la personne va finir par perdre l'appétit, ne pas manger, maigrir, et on va avoir donc un tableau de éosinophilie, fatigue et perte de poids pour penser à la clonorchiase, la paragonimiase, la fasciolase, que vous avez de temps en temps en Haïti. Le tableau du groupe des maladies avec éosinophilie et symptômes respiratoires, évidemment, est quand même important. On a l'éosinophilie, l'hyperéosinophilie pulmonaire, donc on voit avec la filariose lymphatique à Wercheria bancrofti. Donc, c'est une entité qui est décrite avec la filariose, surtout dans les 2 premières années de l'affection, qui a été beaucoup décrite en Inde, mais on en a quand même, je pense que j'en ai vu un en Haïti, mais le problème c'est que il y avait en même temps une tuberculose miliaire, et des fois c'est pas facile de distinguer les deux, parce que les deux vont donner des images qui se ressemblent, toutefois la tuberculose miliaire, évidemment, si on la laisse évoluer, le tableau va être très mauvais, et ça va être très différent que de l'éosinophilie pulmonaire, parce que le syndrome d'éosinophilie pulmonaire, si on ne traite pas l'inflammation pulmonaire secondaire à la présence des microfilaires dans le poumon, il va s'installer une fibrose pulmonaire, puis la fibrose pulmonaire, évidemment, elle peut être grave, tandis qu'une tuberculose miliaire non traitée, les petits grains de mil vont grossir et on va avoir une atteinte pulmonaire très, très, très importante et le décès du patient par insuffisance respiratoire. Si on a un tableau de fièvre avec éosinophilie, en particulier chez les enfants, il faut penser à la toxocarose viscérale. Le syndrome de Katayama, c'est surtout associé avec la schistosomiase, mais en Haïti, donc on ne sait pas exactement s'il y en a beaucoup. Toutefois, on peut avoir fièvre éosinophile, un tableau de douleur abdominale, et donc il faut envisager la fasciolase, qui s'attrape en mangeant du cresson d'eau douce ou de l'alpha-alpha, ou tout simplement de boire de l'eau qui est contaminée. On peut attraper ce parasite. Donc ici, c'est pour vous montrer une petite pancarte qui dit il faut faire attention à la bilharziose. Donc bilharziose et schistosomiase sont synonymes. Alors, il y a 2 entités pulmonaires qui ne sont pas très fréquentes, mais qui quand même peuvent nous donner du fil à retordre. Donc il y a les pneumonies éosinophiliques aiguës et chroniques. Donc il y a la forme chronique et la forme aiguë. La forme chronique, elle est associée avec de l'asthme. Souvent ce sont les asthmatiques qui vont présenter un tableau de toux
de dyspnée progressive avec d'autres symptômes systémiques et à l'image, il va y avoir un infiltrat interstitiel mal défini, un peu en verre dépoli, et ce sont des cas qui vont atterrir finalement chez un pneumologue parce que ça continue, il y a une importante éosinophilie, et le pneumologue va faire une bronchoscopie avec un lavage alvéolaire, et au niveau du lavage, il va y avoir un infiltrat riche en éosinophiles, et ce n'est pas des gens qui sont des fumeurs, et en général, il va y avoir plus de femmes que d'hommes, et donc ça, c'est plutôt la forme chronique d'un tableau pulmonaire avec infiltrat, éosinophilie. La forme aiguë, elle est différente, donc ça va être un tableau plutôt d'installation d'une dyspnée et de la fièvre avec douleur pleuritique, douleur abdominale, et c'est des patients qui peuvent aller en insuffisance respiratoire. Et donc, dans les antécédents, il va y avoir des gens ce sont des fumeurs et qui étaient quand même en bonne santé et qui vont développer ce tableau. Donc, ce n'est pas un tableau infectieux, donc c'est un tableau qui n'est pas associé à une infection et qui vont tomber en insuffisance respiratoire. Ce qui est embêtant, c'est que dans la forme aiguë, au début, on n'a pas d'éosinophilie et ce n'est que plus tard que l'éosinophilie va apparaître. Donc ici, on a un tableau là qui compare la forme aiguë de la forme chronique, et c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut les reconnaître si jamais vous tombez sur une importante éosinophilie avec quelqu'un qui tombe en insuffisance respiratoire, et le pneumologue va les traiter. Il y a aussi comme atteinte pulmonaire et éosinophilie, donc la bronchiolite oblitérante, éosinophilique. C'est un tableau pulmonaire qui ressemble à de l'asthme, mais qui va aller en progressant, qui ne va pas répondre aux corticoïdes inhalés, et donc un espèce d'asthme difficile à contrôler, et ils vont aller chez le pneumologue. Le pneumologue, à un moment donné, va finir par faire une biopsie pulmonaire, et c'est à la biopsie qu'on va pouvoir établir le diagnostic. Il y a l'aspergillose bronchopulmonaire allergique avec ou sans sinusite, qui va survenir sur un terrain de maladie pulmonaire obstructive chronique. Et donc, il va y avoir une installation inflammatoire au niveau du poumon avec plus de symptômes, éosinophilie, et il va y avoir, ça peut arriver aussi dans la fibrose kystique, parce que le champignon, l'aspergillus, il aime le mucus épais. Donc, ces deux entités vont être associées à l'aspergillose bronchopulmonaire. Donc maintenant, si on a une diarrhée avec éosinophilie, donc en général, on va aller vers les causes parasitaires et les causes aussi comme l'entérite éosinophilique. Et là, je vous montre une larve de strongyloïde, donc ne pas l'oublier. Le gonflement, quand on a un édème avec éosinophilie, donc il y a évidemment l'angiodème associé à la gnatostomiase. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Haïti, mais en tout cas, il y en a chez vos voisins. Loa Loa, ça c'est plus une entité africaine, donc je ne pense pas que vous en ayez à voir. Et donc ici c'est pour vous illustrer la larva migrans de la gnatostomiase, qui est différente de la larva migrans ordinaire de l'ankylostome du chien qu'on peut attraper sur les plages. C'est des sillons qui sont plus
plus profond et il laisse quand même une trace hémorragique. Donc on va reconnaître le tracé de la migration qui est moins serpentineux comme dans le cas d'une lava migrans cutanée de l'ankylostome du chien, avec Ankylostoma brasiliensis. Alors, donc ça c'est la lava migrans cutanée classique. En général, on n'a pas beaucoup d'éosinophilie. Par contre, quand on a la lava currens du strongyloïde qui va migrer beaucoup plus rapidement que la larva migrans cutanée ordinaire. La larva migrans cutanée ordinaire, la migration c'est de 1 cm par jour, mais dans le cas de la larva currens du strongyloïde, on a 10 cm à l'heure. Donc c'est beaucoup plus rapide et ça nous permet de les distinguer. L'urticaire et l'éosinophilie, là évidemment, la plupart des éléments lors de la migration tissulaire, faut y penser. On a aussi la prise de médicaments. Mais en hématurie et éosinophilie, évidemment, on va penser à la schistosomiase, puis il y a toutes nos néphropathies associées à la prise de médicaments. Mais la schistosomiase, je pense que c'est la forme urinaire est vraiment associée et localisée en Afrique et au Moyen-Orient. Il y a quelques cas en Inde, mais j'en ai jamais entendu parler que c'est venu de notre côté du monde. Splénomégalie et éosinophilie, il y a quand même assez de causes. Donc, en particulier, il faut penser au cancer, donc le Hodgkin, la leucémie, la sarcoïdose, la toxocariose. C'est quelque chose que vous pouvez voir en Haïti. La schistosomiase, comme on a dit, il n'y en a pas énormément. Alors ça, c'est le fond d'œil d'une choriorétinite à toxoplasmose. Et l'atteinte neurologique, évidemment, il y a beaucoup de parasites, malheureusement, qui aiment bien aller se localiser au niveau du cerveau. Donc la neurocysticercose, qui est parfois associée à l'éosinophilie, c'est la première cause d'épilepsie mondiale. Et il y en a quand même en Haïti, on en a vu plusieurs cas ici à Montréal. La toxocarose peut aussi migrer au niveau du cerveau et causer des manifestations, en particulier de l'épilepsie ou une forme d'encéphalite. La sparganose, l'angiostrongylus cantonensis, qui donne la méningite éosinophilique. Je ne sais pas s'il y en a en Haïti, mais ça va être un tableau de céphalées importantes, vomissements, avec pas beaucoup de fièvre, qui va la distinguer d'une méningite ordinaire. Et quand on va faire la fonction lombaire, on va trouver beaucoup d'éosinophiles dans le liquide céphalorachidien. Il va y avoir une éosinophilie systémique. Et le traitement, c'est les ponctions lombaires pour soulager la céphalée. Et on peut y associer une corticothérapie. Le kyste hydatique peut se localiser au niveau du cerveau. Bailey ascaris prosionensis, ça c'est l'ascaris du raton laveur, donc c'est pas quelque chose que vous allez voir beaucoup chez vous. Moi je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de raton laveur en Haïti. Il y a la strongyloïdiase disséminée qui peut donner un tableau encéphalytique avec méningite, mais il faut se rappeler que dans la strongyloïdiase disséminée, on n'a pas toujours l'éosinophilie. Elle est souvent absente. On a le syndrome d'éosinophilie idiopathique qui peut donner une vasculite au niveau du cerveau et une dysfonction cérébrale, les vasculites et les néoplasies au niveau du cerveau. Donc, ça termine un petit peu l'exposé sur les autres causes d'éosinophilie. Alors, en général, une fois qu'on a quelqu'un qui a une bonne éosinophilie, qu'on n'a pas trouvé de parasite, on doit indiquer aux patients que les grandes classes d'éosinophilie, donc
on a dit les cancers, il y a comme les syndromes myéloprolifératifs, il y a les maladies auto-immunes, et puis les maladies aussi rhumatologiques. Donc, à ce moment-là, il faut soit référer notre patient à un hémato-onco ou un rhumatologue pour faire la suite de la prise en charge. Et c'est des patients qu'en général, il faut quand même revoir au moins une fois par année si on a rien trouvé, et de les surveiller et de les indiquer que malheureusement, il y a peut-être un risque que quelque chose va poindre plus tard et qu'ils ont besoin d'un suivi régulier. Voilà, donc l'éosinophilie, c'est quand même quelque chose qui est un peu complexe dans le sens que ça touche plusieurs systèmes et plusieurs maladies à pathogénèse différentes qui demandent un exercice qui est un bon exercice de médecine interne en fait. Quand on a un cas d'éosinophilie, il faut vraiment mettre toutes nos habilités cliniques au travail pour pouvoir essayer de trouver la cause et de surveiller le patient et de diriger le patient au bon spécialiste. Voilà, donc c'était l'éosinophilie. Donc on a vu que ce n'est pas seulement causé par des parasites et il y a pas mal d'autres causes qui sont impliquées. Donc on peut maintenant poser des questions si vous avez des questions. Tout à l'heure j'avais dit, par exemple pour l'entérite éosinophilique, je ne sais pas si vous en voyez en Haïti, que ce soit l'œsophagite, la gastrite ou la colite éosinophilique. Ça, vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus. Alors,